Au cœur du kraï de Stavropol se trouve une usine de radio. Cette usine est loin d'être innocente. Elle produit certains des outils clés utilisés par l'armée russe dans sa guerre électronique, y compris des équipements capables de brouiller les armes ukrainiennes. Actuellement, cette usine est la proie des flammes, dernière cible d'une attaque de drones ukrainiens à longue portée. La frappe en profondeur de l'Ukraine a détruit le centre nerveux de la machine de guerre russe, paralysant le centre de guerre électronique de Vladimir Poutine, afin de limiter l'efficacité de sa campagne de guerre électronique. Dans la nuit du 26 juillet, le service de sécurité d'Ukraine ukrainien a mené une frappe de drone dévastatrice contre une importante installation de guerre électronique russe. L'usine de radio Signal, située dans le kraï de Stavropol, à environ 500 km du territoire contrôlé le plus proche par l'Ukraine, a été bombardée par une frappe de drone visant à détruire l'équipement utilisé dans les avions de première ligne russes et par ses troupes à l'intérieur de l'Ukraine, selon les informations de base fournies par le Kiev Independent. Il indique que le service de sécurité d'Ukraine a confirmé la frappe, qui a constitué un double coup dévastateur pour les capacités de guerre électronique de la Russie. La première attaque a visé un bâtiment que la Russie utilisait pour stocker du matériel importé coûteux, comme des machines à commande numérique, selon le média. Cet équipement pouvait également inclure les composants à double usage que la Chine vend à la Russie. Depuis que Poutine a lancé son invasion à grande échelle, la Chine joue un rôle double et habile dans la guerre. D'une part, elle appelle à la paix entre les deux pays, tentant de se présenter comme un pays préoccupé par l'impact mondial de la guerre déclenchée par Poutine. D'autre part, elle profite allègrement de la vente de composants à double usage, c'est-à-dire des composants pouvant servir à des fins commerciales et militaires, à la Russie. Selon Al Jazeera, le Vingtme Olei Ivoshenko, chef du renseignement extérieur ukrainien, affirme que son équipe a confirmé cette information. La Chine fournit ces composants, ainsi que d'autres matériaux et équipements, à 20 usines russes. Il a affirmé que la Chine fournit des machines-outils, des produits chimiques spéciaux, de la poudre à canon et des composants aux industries de défense, selon certaines informations. Nous avons des données confirmées sur 20 usines russes. Nous ne savons pas, avec certitude, si l'usine Signal en faisait partie. Cependant, nous savons cela. L'Ukraine a ciblé un entrepôt contenant des pièces importées, ce qui indique qu'il recevait soit des livraisons directes, soit qu'il s'approvisionnait auprès d'autres usines en Russie qui travaillent en collaboration avec la Chine. La deuxième frappe de l'Ukraine a ciblé un autre bâtiment qui, selon le Kiev indépendant, abritait un atelier d'appareils électroniques. En somme, l'Ukraine a non seulement détruit les composants utilisés par la Russie pour fabriquer son équipement de guerre électronique, elle a aussi empêché le personnel de Signal d'assembler ces composants. Cette double attaque a dévasté le centre névralgique de la Russie. Une source anonyme au sein du service de sécurité d'Ukraine a déclaré au Kiev indépendant ce que l'Ukraine espérait précisément accomplir, avec l'attaque du 26 juillet. Le service de sécurité d'Ukraine poursuit la désactivation systématique des installations ennemies, contribuant à la guerre contre l'Ukraine. Selon la source, ces attaques interrompent la production et réduisent le potentiel militaire de l'ennemi. Et s'il y avait le moindre doute sur le succès de la frappe ukrainienne, ces doutes ont été dissipés par les images qui ont émergé de la zone de frappe. La chaîne Telegram Astra a également rapporté l'attaque de l'Ukraine, notant que la frappe a provoqué plusieurs petits incendies que la Russie affirme avoir éteints. Elle a aussi partagé 2 vidéos filmées par des résidents locaux sur place. La première est la plus accablante en ce qui concerne toute tentative russe de nier que l'attaque a eu lieu. La vidéo montre un drone ukrainien plongé vers un bâtiment d'une usine de radiosignaux. La vidéo ne dure que quelques secondes, car le drone frappe rapidement sa cible, explosant en boule de feu contre le côté d'un bâtiment. L'impact est si puissant qu'il fait crier la personne filmant le drone. Une deuxième vidéo montre l'une des frappes de drones ukrainiens d'une plus grande distance. Un drone traverse le ciel russe à grande vitesse, sans bruit de défense aérienne en fond. Cela indique 2 possibilités. Soit les drones ukrainiens ont réussi à contourner les défenses aériennes que la Russie avait installées autour de son centre névralgique, soit ces défenses ne sont pas présentes ou n'ont pas réussi à tirer sur les drones. Dans tous les cas, Poutine sera humilié. Comme le montrent les images, le drone ukrainien se dirige vers sa cible sans être gêné, avant de descendre et, comme le premier drone, explose en une énorme boule de feu en atteignant sa cible. La Russie ne peut tout simplement pas nier que la frappe a eu lieu face à des preuves aussi accablantes. Selon United 24 Media, la frappe s'est produite vers 5 h du matin, heure locale. Selon le média, l'usine de signalisation a subi de fortes explosions et un bref incendie. Vladimir Vladimirov, gouverneur du kraï de Stavropol, a dû confirmer la réalité de l'attaque. Comme souvent avec la Russie, il n'y a pas de confirmation sur l'ampleur des dégâts causés par l'attaque ukrainienne. La Russie refuse de le révéler. Vladimirov a seulement affirmé qu'il n'y avait aucune victime.
Selon United 24, il affirme que les infrastructures civiles de sa ville sont intactes et que l'incendie causé par l'attaque a été rapidement contrôlé. Les trois affirmations peuvent être vraies, mais cela montre seulement la précision des frappes de drones longue portée de l'Ukraine. Elle a réalisé une combinaison 1-2 contre une importante usine de guerre électronique russe, sans causer de pertes humaines, ni dommages aux infrastructures civiles. Comparez cela aux frappes aériennes dévastatrices de la Russie contre l'Ukraine, qui ont tué 6754 civils, rien que pendant la première moitié de 2025 selon les Nations Unies en Ukraine. Il y a un contraste frappant dans les approches. Poutine cible des innocents, tandis que l'Ukraine attaque les installations militaires qui fabriquaient les armes alimentant la machine de guerre russe. United 24 donne des détails clés sur l'installation touchée par l'Ukraine. Il indique que l'usine de signaux a été construite en 1971. L'usine aurait fonctionné indépendamment pendant environ 40 ans, avant que Vladimir Poutine ne décide de l'intégrer à la société de défense publique russe Rostec en 2012. Depuis, l'usine produit des systèmes de guerre électronique pour les avions, plateformes terrestres et navales de l'armée russe. C'est donc une usine vitale, et tant l'Ukraine que l'Occident collectif le savent. Selon United 24, l'usine était parmi les premières à être sanctionnée par les États-Unis, l'Ukraine, l'Union européenne et le Japon en 2022, quand Poutine a lancé son invasion. Ces sanctions visaient à empêcher la Russie d'obtenir les composants utilisés pour fabriquer son équipement de guerre électronique. Mais comme mentionné plus tôt, la Chine était ravie d'intervenir et de combler le vide créé par les sanctions. Selon United 24 Media, l'usine a continué de fonctionner, semblant s'approvisionner en composants via d'autres chaînes d'approvisionnement, notamment des pièces fabriquées en Chine. Les sanctions n'ayant pas neutralisé le centre névralgique de la Russie, l'Ukraine a opté pour une frappe militaire comme meilleure solution. Grâce à United 24, nous connaissons aussi les types d'armes que produit l'usine de signaux. Le média cite 3 systèmes, Topol-U, Smolta et Gardenia. Les 3 sont des éléments clés de la machine de guerre électronique créée par Poutine pour l'Ukraine. Parlons d'abord du Topol-E. Selon Armed Conflict, il s'agit d'une station de brouillage terrestre mobile montée sur un véhicule. Elle est conçue pour brouiller plusieurs signaux radars, notamment l'ANAPS 125, l'ANAPS 138 et l'ANAPS 139. Ce sont les signaux utilisés par l'avion U-2C Hawkeye. Cela suggère que la Russie employait vraisemblablement cette arme pour perturber les signaux des drones ukrainiens au combat. Le Topol-E utilise une technologie d'annulation du bruit pour brouiller ses cibles. La station peut fonctionner de manière autonome ou dans un réseau plus vaste d'équipements de guerre électronique. Le Topoli existe en 2 versions. La version mobile est montée sur un véhicule pour être transportée selon les besoins. Comme mentionné précédemment, Armed Conflict affirme qu'il existe une version semi-stationnaire que la Russie peut utiliser pour créer des installations semi-permanentes dans des zones de conflit clés. Le Topol-E est également une machine intelligente capable de rechercher et reconnaître automatiquement les signaux mentionnés précédemment. Une fois qu'il localise un signal, la machine suit tout aéronef qui reçoit ces signaux et affiche les paramètres de ces signaux à ses 3 opérateurs. Il sélectionne automatiquement les méthodes de brouillage optimales pour ces signaux. Cela implique que les soldats russes n'ont qu'à déployer le Topoli et le laisser accomplir sa mission. Le système a une portée d'interférence maximale de 250 km, mais est plus efficace entre 60 et 80 km. Il suffit de 30 minutes pour le déployer, après quoi il fonctionne en continu pendant au moins 24 heures. L'usine de signaux de la Russie ne pourra plus en construire d'autres, du moins temporairement. Le Smolter, contrairement au Topol-E, est une plateforme de guerre électronique aérienne installée par la Russie dans ses hélicoptères 1008 SMV, d'après Ki Aero. La première version du système a été développée dans les années 1970 par l'Institut de recherche en ingénierie radio de Kaluga. L'usine Signal, en activité depuis 1971, fabrique probablement des systèmes Smolter depuis son ouverture. Ce système Smolter d'origine, connu sous le nom de Smolter Spy, a été initialement conçu pour contrer les systèmes de guidage utilisés par les missiles solaires américains, MIM-23 Hawk, à basse et moyenne altitude. Cela explique pourquoi la Russie veut construire plus de Smolter. Les missiles Hawk se sont révélés être l'une des meilleures défenses dont dispose l'Ukraine pour contrer les hordes de drones que Poutine a lancées dans le pays. Les États-Unis et la Grèce viennent d'annoncer un nouveau paquet de plusieurs millions de dollars pour remettre à neuf les systèmes de missiles Hawk de l'Ukraine, qui se sont avérés très efficaces. Notre vidéo vous en dira plus sur ce paquet et les atouts de ce missile. La Russie n'était pas satisfaite de devoir affronter seule les missiles Hawk. Elle a fait évoluer le Smolta-Vit original pour produire le Smolta PG qui est entré en service en 2000.
Ce système amélioré peut désormais perturber les systèmes de guidage des plateformes aériennes, terrestres et navales, offrant des capacités bien plus larges que son prédécesseur. Le Smolta PG fonctionne sur la bande X et peut perturber tous les radars opérant à la fréquence de 10 GHz, rapporte Kiero. Il peut générer des signaux de brouillage sur 10 canaux de fréquence et fonctionner dans cette direction en même temps, ce qui en fait une menace majeure pour tous les missiles et drones ukrainiens. Une version améliorée du Smolta PG est également capable de brouiller les systèmes de navigation par satellite système de positionnement global et GLONASS russe. Le premier est utilisé par de nombreux missiles et systèmes d'armes occidentaux déployés par l'Ukraine contre la Russie, ce dont nous sommes certains. Comme avec le Topol-E, la Russie souffrira de la perte d'une installation produisant un composant essentiel à la guerre électronique de Poutine. Moins de systèmes Smolter en Ukraine signifie plus de frappes réussies de drones et de missiles ukrainiens contre des cibles russes. Enfin, il y a la Gardenia, un système moderne moins connu que les Topoli ou la Smolta. La Russie a maintenu secrète ses réelles capacités autant que possible. Selon un rapport de VPK News publié en février 2025, la Gardenia est une station de brouillage active à double conteneur que la Russie a créée pour protéger ses avions, aussi bien contre les menaces air-air que solaires, des armes guidées. Selon VPK, des documents marketing pour cette arme défensive ont été présentés au salon Aero India 2025. La station de brouillage active à double conteneur Gardenia a été conçue pour une utilisation individuelle, mutuelle et en groupe. Protection des aéronefs en perturbant les radars embarqués, au sol et les stations radars. Pas beaucoup plus d'informations. Cependant, nous savons que la Gardenia est transportée par des aéronefs russes et montée sur 2 points de suspension. Depuis l'aéronef déployé, la Gardenia génère des signaux pour perturber les radars de la plupart des aéronefs de l'arsenal ukrainien. Selon BPK, la Russie déclare que le système peut s'adapter même aux avions les plus modernes. Une version miniature de la Gardenia est déjà déployée sur les avions russes, Mikoyan Gourevitch, 29, et Mikoyan Gourevitch, 35. Depuis ces supports, la Gardenia peut interférer avec les systèmes de guidage des missiles anti-aériens, d'artillerie et air-air tirés sur elle par un adversaire. En d'autres termes, la Russie a créé la Gardenia pour protéger ses plateformes aériennes lorsqu'elles opèrent en Ukraine ou à proximité. Plus de Gardenia signifie que l'Ukraine a de meilleures chances de neutraliser les plateformes aériennes russes et d'affirmer sa supériorité aérienne dans son espace. L'Ukraine a détruit une installation de guerre électronique russe le 26 juillet, mais pas seulement cela. Les drones ukrainiens ont dévasté l'entrepôt où la Russie stockait les composants utilisés pour construire 3 de ses plateformes de guerre électronique les plus précieuses. De plus, l'entrepôt de l'usine de signaux est détruit. Même si ces composants étaient intacts, la Russie ne pourrait rien construire avec. Cela serait déjà assez grave pour Poutine. Son centre de contrôle est paralysé. Mais pour aggraver la situation de Poutine, l'Ukraine a mené d'autres frappes en plus de celles sur l'usine de signaux. Un jour, avant l'attaque de l'usine de signaux, l'Ukraine a mené un raid de drones qui a détruit une installation russe servant à produire des explosifs chimiques pour fabriquer des bombes. United 24 Media affirme que l'Ukraine a ciblé l'usine chimique Nevenomysky Azot dans la région de Stavropol, en Russie, le 25 juillet. Andriy Kovalenko, chef du centre ukrainien de lutte contre la désinformation, a expliqué sur Telegram les raisons précises pour lesquelles l'Ukraine a ciblé cette usine après la frappe. L'usine d'azote Nevenomik à Stavropol produit des matières premières chimiques pour des explosifs, notamment l'acide nitrique et le nitrate d'ammonium, selon Andriy Kovalenko. C'est un fournisseur clé pour la production de munitions, y compris des obus d'artillerie, des bombes aériennes et des lance-roquettes multiples. Des images partagées par le compte ex-Ilanova+X révèlent que la frappe ukrainienne du 25 juillet a eu lieu de nuit et qu'elle a été extrêmement efficace. Une vidéo montre une énorme boule de feu créée par l'un des drones ukrainiens lorsqu'il s'est posé sur l'installation de Nevenomysky Azot, provoquant un panache de fumée s'élevant dans le ciel. Une autre vidéo partagée par la chaîne révèle le bruit des défenses aériennes russes, tirant et échouant à empêcher les drones ukrainiens d'atteindre leur cible. Une rafale de coups de feu retentit, suivie d'une forte explosion, indiquant un impact direct pour l'Ukraine. C'est un enchaînement 1-2. En 2 jours, l'Ukraine a décimé 2 éléments vitaux de la chaîne d'approvisionnement militaire russe. Voici ce que cela implique pour la suite du conflit en Ukraine. L'impact le plus évident de la frappe ukrainienne du 26 juillet est que la Russie aura beaucoup moins accès aux équipements de brouillage qu'elle utilisait contre l'Ukraine. C'est une grande nouvelle pour l'Ukraine, déjà rapportée par le New York Times en mai 2024. Certains équipements de brouillage russes étaient assez puissants pour dévier même les meilleurs missiles guidés de précision américains, les rendant inefficaces au combat. Pour l'Ukraine, c'était problématique. Ces missiles sont chers et rares. L'Ukraine doit donc s'assurer que chacun d'eux compte.
Le déploiement de contre-mesures de brouillage électronique russe réduisait l'efficacité de ces armes. Un responsable anonyme du Pentagone a reconnu l'ampleur de l'impact dans une déclaration au New York Times. Nous sommes très conscients de la menace croissante de guerre électronique que la Russie représente en Ukraine, a déclaré le responsable. Nous collaborons étroitement avec l'Ukraine et des partenaires de l'industrie de la défense pour évaluer constamment ces menaces et apporter des solutions rapides, et pour s'assurer que l'Ukraine reste efficace. Dans un environnement de guerre électronique très complexe, l'Ukraine a contré la guerre électronique de la Russie en attaquant les stations radars et les équipements chargés du matériel de brouillage russe. C'était le cas en mars, lorsque les forces spéciales ukrainiennes ont brouillé un radar russe, Utios TM. Mais avec la frappe du 26 juillet, l'Ukraine a changé de stratégie pour frapper les systèmes de guerre électronique russes à leur source, plutôt qu'une fois qu'ils sont sur le champ de bataille. Après tout, il vaut bien mieux détruire l'installation qui fabrique ces armes que de gaspiller plus de munitions à détruire l'équipement qui utilise ces armes une fois qu'il est sur le champ de bataille. La frappe du 26 juillet donne à l'Ukraine un avantage sur la Russie dans la guerre électronique. Selon David Hambling de Forbes, dans un article de mars, des vies ukrainiennes sont en jeu dans une course aux armements mortels de guerre électronique, ce qui est essentiel. Il souligne que l'Ukraine déploie un grand nombre de brouilleurs et de leurres électroniques pour empêcher la Russie de la frapper avec ses drones, missiles et bombes planantes. En détruisant l'usine de signaux, l'Ukraine a prolongé cette guerre de brouillage en anéantissant l'installation même dont la Russie dépend pour fournir une grande partie de ses systèmes de guerre électronique. En somme, cette frappe permettra à plus d'armes et de contre-mesures ukrainiennes d'atteindre leurs cibles dorénavant. La frappe du 26 juillet ne donne pas seulement un avantage à l'Ukraine dans la guerre électronique, mais révèle aussi d'autres aspects de sa stratégie. Elle se focalise plus que jamais sur des frappes profondes, en territoire russe. L'Ukraine profite de l'immensité de la Russie pour mener ses frappes. United 24 souligne que la Russie représente 11% de la superficie terrestre mondiale, soit 656 millions de miles carrés. Bien que détenir un territoire aussi vaste soit une source de fierté pour Poutine, cela pose un problème, car un pays d'une telle immensité est difficile à protéger. Les défenses aériennes russes sont mises à rude épreuve à cause d'une guerre qui, selon le ministère ukrainien des Finances, a déjà fait de nombreuses victimes. 1200, un des systèmes de défense anti-aérienne de la Russie au 28 juillet. Cette tension crée des failles. Cela laisse des ouvertures pour que les drones et les missiles longue portée de l'Ukraine frappent le territoire russe avec un succès croissant. Les frappes en profondeur du 26 juillet 2025 n'étaient qu'un exemple parmi d'autres cette année-là. Et ces frappes les coûtent moins cher à la Russie, non seulement en termes d'équipement et de capacité de production, mais aussi financièrement. En mars de cette année, Radio Free Europe rapportait que l'Ukraine avait réussi à infliger 714 millions de dollars de dégâts à la Russie grâce à ces frappes en profondeur. Ce chiffre était basé sur un échantillon très limité de 100 images satellites, couvrant des sites que l'Ukraine avait frappés entre septembre 2024 et le 12 février 2025. Les frappes en profondeur se sont intensifiées par la suite. Au 26 juin, Euromaidan Press rapportait que les frappes en profondeur de l'Ukraine sur des cibles militaires russes avaient coûté à Poutine près de 11 milliards de dollars. Entre janvier et mai 2025, environ 13 milliards ont été attribués aux dégâts directs causés par l'Ukraine aux installations militaires et de production russe. Toutefois, les données d'Euromaidan Press incluaient aussi les coûts indirects. La Russie avait perdu 95 milliards de dollars en raison des fermetures et des perturbations de la chaîne d'approvisionnement au cours des 5 premiers mois de l'année. Les événements du 26 juillet ont aggravé les difficultés financières de Poutine. Un nouvel épisode dans une série de frappes en profondeur que l'Ukraine utilise comme une dague, plantée au cœur des capacités industrielles russes. Chaque frappe affaiblit financièrement la Russie et réduit l'efficacité des troupes de Poutine au combat. Quant à l'attaque contre l'usine Signal Radio, elle visait à priver la Russie des armes de guerre électroniques dont elle dépend fortement lors de son invasion de l'Ukraine. Poutine doit non seulement se préoccuper des installations de fabrication, mais aussi des frappes ukrainiennes, qui touchent durement le pétrole russe. L'Ukraine vient d'arracher la jugulaire de la Russie et assèche les artères pétrolières russes avec ses attaques en profondeur. Regardez notre vidéo pour en savoir plus, et abonnez-vous à l'émission Militaire pour d'autres commentaires sur les récents succès des frappes en profondeur de l'Ukraine contre l'invasion de Poutine. Merci de votre fidélité.